On va se revoir là cet après-midi, non plus pour discuter de contractualisation, mais là pour discuter uniquement des mesures qui sont prévues par le Code du travail s'agissant de l'encadrement des interventions d'entreprises extérieures sur site. Donc on est dans le cas où l'entreprise de maintenance intervient sur le site de l'entreprise exploitant les équipements de travail. Et on va voir comment le Code du travail finalement encadre ce type d'intervention et finalement quelles sont les obligations respectives des uns et des autres. Pour ce faire, on va avoir une petite intro très générale sur finalement ce qu'est un plan de prévention, et puis ensuite on va pas réinventer l'eau chaude. Pour une fois, les dispositions du Code du travail sont bien organisées, elles suivent un déroulé chronologique sur une intervention, donc avec les mesures qui sont préalables à l'intervention, les mesures pendant l'intervention, et petit piège, on verra les mesures à la clôture qui, comme on l'a dit tout à l'heure, ne sont pas dans le Code du travail, mais on en parlera quand même. Qu'est-ce qu'un plan de prévention ? Un plan de prévention, c'est un outil. C'est absolument pas, déjà, il faut être assez clair là-dessus, c'est absolument pas une contrainte administrative qui consiste à faire de la paperasse. L'objectif du plan de prévention, c'est d'être un outil au service des différentes entreprises pour prévoir et prévenir surtout des risques professionnels. Quels risques professionnels ? C'est surtout les risques qui sont liés à la rencontre des activités de l'entreprise exploitant les équipements de travail et de l'entreprise de maintenance. Pourquoi ? Parce que, au titre de leurs obligations respectives, les différentes entreprises ont chacune, pour ce qui les concerne et pour leurs activités respectives, l'obligation d'élaborer un document unique qui va couvrir les activités de chacun dans le cadre des activités pérennes des entreprises. Par contre, ce qui n'est pas couvert par le document unique, c'est la rencontre des activités de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure. Quand ces deux entreprises avec leurs activités respectives vont se rencontrer sur le site de l'entreprise utilisatrice, ça va créer des risques nouveaux qui ne sont pas pris en compte par le document unique, et c'est là tout l'objet du plan de prévention, c'est de prendre en compte ces risques d'interférence qui sont créés par la rencontre des différentes activités, et précisons que ce sont des interférences qui peuvent être liées soit au personnel, mais qui peuvent être aussi des risques d'interférence avec les équipements, les installations ou le lieu même de travail. C'est ça l'objet, et c'est ce qui est finalement résumé dans ce petit schéma assez simple, mais qui est là pour vous montrer finalement que c'est entre guillemets une couche ou un outil supplémentaire à la prévention des risques. S'agissant des obligations qui sont préalables à l'intervention de l'entreprise extérieure, l'idée c'est d'intégrer les différentes étapes d'élaboration au calendrier contractuel. Et là je refais le lien avec mon intervention de tout à l'heure, c'est de se dire finalement l'intervention d'une entreprise extérieure, elle commence pas au moment de l'arrivée sur site, elle commence au moment où on va décider de recourir à une entreprise extérieure. Et quand je décide en tant qu'entreprise utilisatrice de recourir à une entreprise extérieure, je vais me poser un certain nombre de questions au moment de l'appel d'offres. Et là-dessus, je renvoie à un document que j'ai déjà cité, la R474 par exemple, sur l'organisation des travaux de maintenance en tuyauterie et chaudronnerie sur les sites chimiques et pétroliers, où dedans on retrouve des pistes de prévention qui prévoient d'essayer au maximum d'associer la démarche du plan de prévention à la démarche contractuelle, notamment pour ce qui concerne la définition des conditions générales de sécurité ou encore les conditions de l'intervention, son milieu, son environnement. Est-ce que je suis dans un milieu délétère pour la santé et la sécurité des travailleurs, comme un environnement bruyant par exemple, ce genre de choses. Préciser aussi les moyens de protection qui sont déjà mis en place. Voilà, parfois pour accéder à certains équipements de travail ou à certaines machines, je vais devoir peut-être accéder en hauteur, peut-être qu'il y a déjà installé à demeure des échelles à crinoline, des choses comme ça, qui permettent déjà de prendre en compte un certain nombre de risques. Voilà le type d'éléments qu'on peut essayer de prendre en compte. Et puis après, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'idée, c'est aussi de prévoir dans le contrat certaines modalités opérationnelles qui sont liées à l'intervention. Et donc, notamment, on peut essayer de prévoir des modalités opérationnelles. L'idée étant pas là de simplement reprendre et recopier les obligations du Code du travail. Elles existent déjà. Ça sert à rien de les remettre dans un contrat. L'idée, c'est plutôt d'essayer de prévoir opérationnellement comment je vais mettre en place les obligations du Code du travail. Et donc, ça peut être, par exemple, de contractualiser les questions qui sont liées à la mise à jour du plan de prévention, au suivi des opérations, ou tous ces éléments un peu pratico-pratiques pour lesquels, finalement, si on ne se pose pas les questions à un moment donné, c'est certainement pas le Code du travail qui va m'expliquer comment le faire.
Pour ça, on a différentes étapes avant l'intervention sur site, avant l'arrivée des travailleurs sur le site de l'entreprise utilisatrice. Et on a notamment un temps d'échange et d'inspection. C'est les deux grandes étapes qui sont obligatoires et prévues par le Code du travail. Et donc, là-dessus, vous retrouvez les références sur le slide qui est affiché. Je ne vais pas vous lister les articles du Code du travail, ce serait assez monotone. Mais en tout cas, sachez que voilà, vous avez une première étape qui est l'obligation d'échanger toute information utile à la prévention des risques professionnels, description des travaux, matériel utilisé, mode opératoire. Et puis ensuite, derrière, la réalisation d'une inspection commune des lieux de travail et des installations qui s'y trouvent. Et là, vous avez listé par le Code du travail un certain nombre d'éléments ou en tout cas de choses à faire au cours de cette inspection préalable, et donc c'est un minima prévu par le code, mais bien sûr ce sont des choses qui peuvent être complétées en fonction des situations. Pour cette inspection commune préalable, que ce soit le Code du travail ou la jurisprudence, nous apporte quelques précisions, et notamment c'est la participation de toutes les entreprises qui concourent à la même opération. Si on reprend les discussions qu'on a eues tout à l'heure, notamment sur le sujet de la sous-traitance et de la sous-traitance en cascade, on se rend compte que ça peut très vite devenir assez compliqué de réunir tout le monde à une inspection commune préalable quand on a des chaînes de sous-traitance qui vont rang 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça devient très très compliqué. Si en plus on a plusieurs prestataires de niveau 10 ou de niveau 11, ça commence à faire beaucoup de monde à une inspection commune préalable. Donc ça devient aussi très compliqué à mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on a une des mesures de prévention dans certaines recommandations de base qui est autant que faire se peut d'essayer de limiter les chaînes de sous-traitance déjà. Réaliser rigoureusement et à une date proche des travaux, ça c'est là une précision jurisprudentielle, et on l'a vu tout à l'heure, ça a été évoqué je crois par Olivier, c'est-à-dire que si on fait une inspection commune préalable 8 mois avant les travaux, ça perd un peu de son sens. L'idée c'est de la faire quand même à une date qui soit relativement proche, le plus proche possible de la réalisation des travaux, sinon on va être obligé de mettre en place toutes ces démarches de bons de travail, de réactualisation des mesures de prévention, et ça va redemander finalement un travail supplémentaire. On délimite le secteur de l'intervention, on matérialise les zones dangereuses, on indique les voies de circulation et puis on détermine les voies d'accès des travailleurs. Tout ça, encore une fois, ce sont des items qui sont prévus par le Code du travail, et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des items à minima. S'il y a besoin d'aller plus loin parce qu'il y a des spécificités qui ne sont pas prévues par le Code, il faut bien entendu le faire. La réalisation du plan de prévention. La réalisation du plan de prévention, c'est une démarche commune. Et j'insiste là-dessus parce que souvent les retours d'expérience qu'on a, ça peut être comment je remplis le plan de prévention qui m'est envoyé par l'entreprise utilisatrice. Ben, je le remplis autant que faire se peut en discutant avec l'entreprise utilisatrice de ce que je vais y mettre dedans. L'idée, c'est pas de faire une checklist en mode pilote d'avion et je coche ce qui est à cocher et je coche pas ce que j'ai pas envie. L'idée, c'est d'avoir un échange commun pour élaborer le plan de prévention, bien entendu avant le début des travaux, sinon ça perd un peu de son sens, sur la base des informations qui sont échangées et qui sont récoltées lors de l'inspection commune préalable, et donc dans le cadre d'une analyse commune, j'espère que j'ai assez insisté là-dessus, des risques d'interférence pour élaborer finalement un plan de prévention qui soit le plus proche possible, autant que faire se peut, des réalités de terrain. Dans le domaine de la maintenance, c'est très important d'avoir cette démarche commune pour une raison simple, c'est que dans certains secteurs d'activité, vous avez des entreprises extérieures qui ont un niveau de connaissance technique sur les opérations à réaliser qui peut être supérieur à ceux de l'entreprise utilisatrice. C'est-à-dire que dans certains domaines très spécialisés, pour des maintenances qui sont vraiment particulières, l'entreprise extérieure a des connaissances que n'a jamais ou n'a plus l'entreprise utilisatrice. Et donc du coup, l'associer l'entreprise extérieure à la démarche d'évaluation, c'est juste indispensable. Le contenu du plan de prévention, je vous laisse prendre connaissance du slide. De toute façon, là-dessus, c'est encore une fois un peu comme ce qu'on fait lors de l'inspection commune préalable. C'est un minimum. C'est des items qui sont prévus par le Code du travail, définition des phases d'activité, adaptation des matériels et installations, instructions à donner, organisation et dispositifs de premier secours, conditions de la sous-traitance. Tout ça, c'est des items qui sont vraiment à minima. Et si dans mon analyse des risques ou mon inspection commune préalable, je me rends compte qu'il y a des choses complémentaires à prévoir, je le fais bien entendu. Là-dessus, il y a de la jurisprudence aussi à foison qui rappelle bien que l'obligation est plus large que simplement les items du Code du travail.
La forme du plan de prévention, très rapidement, parce que c'est une question qui revient souvent, ce qu'il ne faut pas oublier sur le plan de prévention, c'est qu'à partir du moment où mon échange d'informations et mon inspection commune préalable font ressortir des risques d'interférence, je suis obligé, en tant qu'entreprise, de faire un plan de prévention. Quoi qu'il arrive, je fais un plan de prévention. La seule particularité, c'est que le Code du travail, dans sa grande mensuétude, me laisse libre de la forme du plan de prévention. Et la forme du plan de prévention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux y mettre la forme que je veux, y compris une forme orale, par exemple. Donc on peut imaginer des situations hypothétiques où mon plan de prévention, qui regroupe l'évaluation des risques d'interférence, la définition des mesures de prévention, l'organisation des secours et tout un tas d'autres choses, soit fait à l'oral. Je pense qu'une fois que j'ai dit ça, on voit bien la limite du schmilblick, c'est que faire tout ça à l'oral... quelles traces j'en laisse, comment finalement je peux aussi justifier auprès des autorités de contrôle de la bonne réalisation de la démarche. Tout ça, ça devient des problématiques assez compliquées quand on fait quelque chose à l'oral. Et quand on est sur des sujets comme les nôtres, surtout dans le secteur de la maintenance, on voit bien que ça devient très vite très compliqué. C'est pour ça que le réseau prévention recommande de le faire systématiquement par écrit, mais c'est aussi une question de bon sens en termes probatoires. Si je suis une entreprise et que je veux prouver que j'ai bien fait les choses, vaut mieux essayer d'en laisser des traces, d'accord ? Et à côté de ça, de toute façon, le code va m'imposer de le faire par écrit dans deux situations. Soit parce que les opérations qui sont réalisées entrent dans la liste des travaux dangereux qui sont fixés par un arrêté, en ce qui nous concerne un arrêté de 93 ou un arrêté de 94 si on se trouve dans le secteur plutôt agricole. Précisons quand même que sur la maintenance, il y a 2 items, c'est ce que je vous mets sur les 12 qui concernent directement les opérations de maintenance. Il faut savoir que si on prend une vision un peu plus large des choses, quand vous balayez la liste des items, vous faites rentrer finalement la maintenance un peu partout. Quand vous prenez, on parlait tout à l'heure, on avait l'IRSN, donc sur le secteur nucléaire. Vous avez un item, dès que vous faites des travaux exposant à des rayonnements ionisants, vous y êtes. Voilà, déjà rien que par rapport à cet item-là. Donc si on réfléchit, dans ma liste de tous mes items, la maintenance, peu ou prou, je la fais rentrer un peu partout quand même. Et donc la deuxième situation, c'est pas les travaux dangereux, c'est les travaux de plus de 400 heures, toute entreprise extérieure prise en considération, participant à l'activité. Donc dans ces 2 cas-là, je dois faire mon plan de prévention par écrit. Ça, c'était un peu les grandes lignes, puisque j'ai 20 minutes, donc vous résumez une vingtaine de pages du Code du travail sur les plans de prévention, c'est un peu complexe, donc je vais vraiment sur les grandes lignes. Ça, c'était les grandes lignes des éléments de prévention à prendre en compte pour la démarche avant l'intervention. Pour les étapes qui sont à réaliser au cours de l'intervention, elles sont finalement... Quand on regarde le Code du travail, c'est des dispositions et des obligations qui reposent quand même essentiellement sur l'entreprise utilisatrice, c'est-à-dire l'entreprise qui va recevoir les travailleurs extérieurs sur son site. Ça se comprend d'une certaine façon, puisque finalement, c'est de se dire je contrôle ce qui se passe chez moi. C'est un peu ça la logique derrière, on est chez moi, donc c'est à moi de m'assurer que les choses se passent bien. En pratique, c'est quand même un peu plus dilué. L'entreprise extérieure n'est quand même pas déchargée de ses obligations de transmission d'informations à ses salariés, des consignes, de choses comme ça. Donc, même si le rôle de coordination repose principalement sur l'entreprise utilisatrice, on ne décharge pas l'entreprise extérieure. L'entreprise utilisatrice, ses obligations, ses bonnes pratiques, puisque là on est plutôt sur de la bonne pratique, va relever déjà dans un premier temps d'accueillir les salariés de l'entreprise extérieure, de ne pas les laisser livrer à eux-mêmes, de faire un accueil, parfois même un accueil sécurité assez poussé dans certaines entreprises, notamment pour s'assurer, transmettre les dernières informations s'il y a besoin, s'assurer que l'entreprise extérieure a bien transmis à ses salariés les consignes de sécurité à suivre, et puis vérifier que les mesures qui sont dans le plan de prévention sont bien appliquées. L'accueil, c'est une démarche qui n'est pas fixée par le Code du travail, c'est une démarche qui est très largement préconisée par les différentes recommandations de la CNAM dont on a déjà eu l'occasion de discuter tout à l'heure et qui est obligatoire uniquement dans certains cas et qui sont des cas liés à des secteurs d'activité très particuliers, notamment les installations Céveso. Là, on n'est plus sur la recommandation, mais sur de la réglementation. Pour faciliter les opérations d'accueil, on recommande très fortement de désigner des référents. Alors, bien évidemment, dans un premier temps, dans l'entreprise utilisatrice, pour qu'il y ait un référent, soit un référent maintenance, soit un référent entreprise extérieure. Tout ça, il n'y a pas de règle
bonne à appliquer dans toutes les situations, hein. On en parlait tout à l'heure, il faut voir comment c'est organisé dans l'entreprise, mais en tout cas d'avoir un référent qui soit le point central, le pivot pour l'entreprise extérieure dès qu'elle va avoir un besoin, une demande, des éléments à faire remonter, signaler une situation de danger par exemple, c'est de se référer à cette personne pour qu'ensuite ça puisse être pris en compte et mis en œuvre par l'entreprise utilisatrice. Appliquer le plan de prévention, ça c'est une obligation de toutes les entreprises. Une fois qu'on a communément défini les mesures de prévention, on va s'assurer chacune, pour ce qui nous concerne, qu'on met bien en œuvre les mesures qui ont été décidées. Et puis on va ensuite, si nécessaire, notamment pour les opérations qui durent un certain temps, mettre en œuvre des réunions de suivi pour s'assurer finalement à la fois que ce qui était prévu est bien appliqué et puis peut-être aussi, on en a discuté un peu tout à l'heure, voir s'il n'y a pas des choses à réajuster, des écarts entre ce qui était prévu initialement et ce qui se déroule finalement en pratique. Et de là, au cours de ces réunions de suivi, pouvoir mettre en œuvre et adapter les mesures de prévention qu'on avait arrêtées dans un premier temps. Tout ça, ça relève finalement des obligations des entreprises sans pour autant que le cadre soit fixé précisément par le Code du travail, d'où l'intérêt d'y réfléchir en avant, d'où l'intérêt peut-être de le contractualiser, d'où l'intérêt finalement d'y réfléchir le plus en amont possible quand on en a la possibilité. Puisque si on n'est pas sur les opérations de 90 000 heures que vous voyez sur le slide par exemple, la périodicité de ces réunions déjà elle n'est pas fixée. Donc il faut se mettre d'accord. Quand est-ce qu'on discute de ça, qu'on se revoit tous les combien, on va discuter de quoi, avec qui. Adapter les mesures de prévention, ça c'est la base. Adapter les mesures de prévention, c'est notamment s'assurer que le plan de prévention est toujours d'actualité, que ces mesures sont toujours adaptées, et puis finalement le faire évoluer, puisque encore une fois, ce n'est pas un document qu'on range dans le tiroir une fois qu'on l'a fait, c'est un outil de prévention. Par définition, comme tout outil de prévention, il est évolutif, donc il est impératif de le mettre en marche. Il y a toute une démarche d'actualisation, d'organisation du plan de prévention socle, bon d'intervention, etc. Et tout ça, ce sera détaillé par mes collègues qui interviendront juste après. Dernière étape, l'étape de clôture à l'issue de l'intervention, et c'est là où finalement tout est à prendre en compte, tout est à construire par les entreprises, puisque comme on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est là où on n'a rien du point de vue réglementaire pour traiter de cette question-là. Les objectifs, pourquoi on insiste depuis tout à l'heure aussi sur l'intérêt de formaliser une clôture et de terminer l'intervention. L'intérêt de cette clôture, les intérêts en tout cas sont multiples. D'abord, c'est de s'assurer finalement du départ effectif de l'entreprise extérieure, parce que dans certains cas, quand on n'a pas de référent, quand on ne suit pas de près les interventions, c'est déjà s'assurer que l'intervention est bien terminée et que l'entreprise extérieure est partie, et puis du coup de s'assurer finalement qu'il n'y a pas de risque à la reprise de l'activité. Typiquement, si j'avais une consignation ou quelque chose comme ça, s'assurer que si je reprends mon activité, je peux le faire en toute sécurité. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est de faire évaluer les pratiques, les méthodes futures, notamment dans le cadre des plans de prévention, pour essayer de s'améliorer finalement. On est dans un système d'amélioration continue, donc l'objectif, c'est de voir si on ne peut pas faire évoluer des pratiques pour aller vers des pratiques mieux disantes en termes de santé et de sécurité au travail. Ensuite, c'est de s'assurer de la transmission des informations utiles de l'E à l'EU, c'est-à-dire, quand on parlait tout à l'heure, ce matin, je crois, des appareils de levage. Les appareils de levage, vous avez un carnet de maintenance. Pour les autres équipements, vous n'en avez pas forcément. Donc ça peut être de tracer les opérations qui ont été faites, à la fois pour les opérateurs internes, mais aussi pour les futures entreprises extérieures qui interviendront, savoir ce qui a été fait ou pas fait sur les équipements. Et puis contribuer à sécuriser les interventions futures. Voilà. Donc c'est pas prévu par le code, mais c'est indispensable d'essayer de faire quelque chose là-dessus, notamment, et c'est ce que je redisais, c'est pour ça que je ne vais pas perdre trop de temps, mais de prévoir ces éléments-là dans le contrat. Et c'est d'ailleurs, comme vous pouvez le voir à travers des citations, ce qui est prévu par un certain nombre de recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie. Merci à tous. Merci à vous.